C'est tout rond tout choupi, c'est toujours high-tech alors que ça a 20 ans, ça lâche des punchlines avec une voix toute douce, c'est français, et c'est une véritable icône dans l'histoire de l'internet des objets. Bienvenue dans le terrier du Nabastag, le premier lapin connecté. Le Nabastag est l'un des premiers objets connectés au monde. Bon, comme pour beaucoup d'inventions, il existe en fait plusieurs premiers objets connectés. Tout dépend de ce qu'on appelle un appareil connecté et de l'échelle de diffusion de l'objet. Avant d'arriver à notre lapin, on va faire un bref détour par le distributeur de boissons, puis par le grille-pain. Oui, je sais. D'un point de vue chronologique, le tout premier appareil connecté est apparu en 1982 à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh en Pennsylvanie. Un distributeur de soda affichait en temps réel sur les ordinateurs connectés au réseau de la fac le niveau de remplissage de l'appareil et la température des canettes. Le tout afin d'éviter aux étudiants accros à la caféine de traverser toute l'université pour trouver des canettes tièdes ou un distributeur vide. Ensuite, en 1990, toujours aux États-Unis, c'est un grille-pain qui a le privilège de rejoindre un réseau internet. Le Sunbeam Deluxe Automatic Radiant Control de John Romkey. Oui, lui aussi, il avait conscience que c'était ridicule, il l'a fait pour relever un défi lancé par l'organisateur d'un salon informatique, le salon Interop de San José. Romkey balance donc un toaster sur le web, mais qu'est-ce qu'ils ont aux États-Unis avec les grille-pains? En utilisant une suite de protocoles internet TCP/IP. L'objectif, depuis un ordinateur, allumer le grille-pain, faire descendre le pain pour le faire griller, le faire remonter, éteindre le grille-pain. Voilà. Ça ne sert pas à grand chose puisqu'il suffit d'appuyer sur le bouton du grille-pain pour arriver strictement au même résultat, mais mine de rien, ça a permis de lever des lièvres concernant d'éventuelles failles de sécurité. Imaginez ce qui pourrait se passer si quelqu'un prenait la main sur votre grille-pain à distance pendant votre absence et le faisait chauffer pendant des heures. Ces deux objets connectés, le distributeur de soda et le grille-pain, étaient des objets uniques qui n'avaient pas pour vocation d'être commercialisés en série. Contrairement au lapin qui nous intéresse aujourd'hui, le Nabastag, créé en 2005 en France. Et qui de mieux placé pour en parler que Olivier Mével, le co-créateur du Nabastag. L'autre co-créateur, c'est Rafi Aladjian, avec qui il fonde en 2003 la start-up Violet. Bref retour sur l'origine du projet. Donc déjà, moi, ça faisait vers 2000-2002, ça faisait presque 10 ans que je traînais dans l'Internet et j'avais cette vision depuis longtemps que ça allait pas rester dans les ordinateurs, quoi. C'était l'époque quand même où il fallait se connecter avec un modem et on n'avait que l'ordinateur, mais qu'en fait ça allait dépasser ça. Quand je dirigeais Babel, la première boîte, une des premières sociétés qui travaillait sur Internet, qui était une des premières agences numériques, agences web, que j'avais cofondée avec Philippe, mon associé, j'avais déjà fait des protos d'objets, notamment un ordinateur de cuisine, etc. Et quand Babel a fermé, moi, je me suis lancé dans, on appelle ça maintenant l'Internet des objets, mais c'était les objets connectés. Voilà. Donc j'ai commencé un peu à défricher le projet. Et Rafi Aladjian, qui avait aussi une boîte un peu similaire à la mienne, donc une agence web, puis il avait tout un historique dans le Minitel, donc avant. Et un jour, on s'était croisés, et je le rencontre, et je lui explique ce que je voulais faire, et je lui dis, est-ce que tu as des conseils? Et puis lui, il me dit, non, mais moi, je veux bien qu'on monte tout ça ensemble, etc. C'est né comme ça de se dire, en fait, la connexion à Internet, elle va pas rester dans les ordinateurs. Donc maintenant, en fait, c'est un peu difficile à imaginer, mais c'était avant l'iPhone, c'est-à-dire que le lapin, notamment, avait une fonction qui était de diffuser de l'information qui n'était pas disponible en dehors de je sors l'ordinateur, je l'allume, etc. Donc il y avait toute une fonction dans le Nabastag qui était de diffusion d'informations qui venaient d'Internet et qu'on n'avait pas évidemment sur son smartphone, quoi. Et puis à côté de ça, il y avait la notion d'objets vivants, compagnons, etc. Ce qui nous amène à ma première question, pourquoi un lapin? Alors pourquoi un lapin? Alors on avait commencé en fait, le premier objet, c'était une lampe, c'était la lampe dalle. C'était une lampe qui réagissait en fait d'abord au toucher, et puis qui diffusait de l'information sous format lumineux. Et tu pouvais aussi lui envoyer un SMS, genre avec des animations lumineuses, quoi. Et après, on avait fait une deuxième version, beaucoup plus tard, qui s'appelait la lampe dalle, et qui n'est jamais sortie. Et donc, on avait fait cette lampe qui était connectée à Internet, c'était en 2003. Et on s'était dit, après avoir fait ça, qu'il nous fallait quelque chose d'un peu plus vivant.
qui puisse s'exprimer aussi par le mouvement, etc. Et là, on avait mené des recherches et il y avait deux pistes. Il y avait une piste qui était une fleur, donc une fleur qui bouge, un peu comme les fleurs, tu vois, solaires, là, qui font comme ça, bon, sauf que c'était un peu plus complexe. Et puis, il y avait un animal qui était le lapin. Et on avait fini par, voilà, par choisir le lapin, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir un objet vivant auquel on puisse s'attacher, etc. Alors après, il y a une autre explication qui est celle de Rafi, mon associé, et qui aussi est juste, c'était qu'à un moment donné, chez Violet, quand on commençait, on se disait, mais en fait, tout va être connecté à Internet. Et lui, il avait un lapin, une espèce de lapin un peu étrange. Et il dit, bah, ça se trouve, même ça sera connecté, quoi. Voilà. Restait à lui donner un nom à notre lapin. Et cette fois, c'est Rafi Aladjian qui nous explique la petite histoire. Le jour, c'était un mercredi, il faisait beau. On a reçu Arnaud Blanc, qui est le designer qui a designé le lapin. Et c'était la première fois qu'il venait nous montrer ce qu'il avait fait. Et il a sorti de son chapeau une image dite les Dancing Rabbits. Et tout de suite, on était séduits. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a montré une image. On s'est dit, c'est ça qu'on veut faire. Et donc, il y avait ce coup de foudre pour ce lapin. Et immédiatement après, il s'est posé la question de comment on l'appelle. Mais enfin, ce jour-là, cette réunion-là, parce que ce truc ressemblait tellement à rien de connu et tout que je me suis dit il faut lui donner un nom qui a la même étrangeté que l'objet lui-même. Et donc, comme je suis arménien, je me suis dit que comme les gens connaissent pas de nom arménien, j'ai pensé au mot Nabastag, qui veut bêtement dire lapin en arménien. Et je trouvais que ça sonnait bien parce que il y avait tag à la fin, il y avait nab, enfin on pouvait le décomposer, le recomposer, on pouvait faire des préfixes en nab pour des services et de futurs objets ou en tag, etc. J'ai dit aux gens on va l'appeler Nabastag et c'était fait. À cette réunion-là, ce mercredi-là, on savait à quoi allait ressembler le lapin et il n'a pas bougé d'un poil à partir de ce dessin-là et il s'appelait Nabastag à la fin de la réunion. Au moment de la construction de l'appareil, il y a eu quelques défis techniques à relever, mais pas forcément là où on les imagine. Le premier défi technique qui était dans la fabrication du lapin lui-même, c'était les oreilles. On n'arrivait pas à trouver des moteurs pour les oreilles suffisamment petits pour que les oreilles bougent. Par désespoir de cause, le fabricant a dit, bon, on a ces moteurs-là, ils sont un peu plus gros, mais il faudrait que le lapin soit un peu plus gros. Donc, on a fabriqué un lapin un peu plus gros. C'est le même lapin, mais un peu plus large, un peu empâté. Et là, on s'est dit, non, ça va pas du tout, il est affreux. Enfin, autant on adorait le lapin de base, mais là, d'un seul coup, on perdait complètement le truc. Et on a dit, ben, je sais pas, débrouillez-vous, il faut trouver des moteurs. Et ils ont fabriqué des moteurs. Enfin, ils ont pris des moteurs ailleurs, ils les ont trafiqués pour que ça colle. Mais il y a eu un enjeu pour les oreilles qui a duré assez longtemps. Et le deuxième enjeu qui préoccupait aussi le fabricant, c'est que quand les oreilles bougeaient et qu'on tenait l'oreille, ben, ça pouvait casser le moteur qui était fragile. Et ils ont eu, eux, cette idée géniale qui est de dire, mais si on met des aimants derrière les oreilles vont pouvoir se détacher si on force dessus. Donc, ça va pas casser le moteur. Mais du coup, les oreilles vont être amovibles. Mais si les oreilles sont amovibles, on va pouvoir faire des oreilles de couleurs différentes pour le lapin. Et donc, c'est comme ça que sont nés, un peu par accident, le coup des oreilles de lapin qu'on vendait à part et de toutes les couleurs et qui était une excellente idée. Le défi suivant, il s'est présenté peu après le début des ventes. La première personne qui avait conçu les logiciels qui sont dans le lapin et le serveur auquel le lapin se connectait, en fait, dans son esprit, il s'était dit, il va pas s'en vendre plus de 250 des lapins. Donc, en fait, il avait fait quelque chose qui ne tenait pas plus de 250 lapins. Et quand on a commencé à en vendre comme des fous, mais en fait, tout ça, ça marchait plus du tout. Pendant 4 ou 5 jours, plus rien ne marchait, tout avait pété. Il a fallu redévelopper tout en catastrophe parce que
En fait, il s'était dit, des lapins connectés, c'est complètement con, ça, ils vont pas en vendre plus de 250. Parce que oui, le Nabastag a cartonné. 150 000 exemplaires ont été vendus à travers le monde. Une vraie consécration pour l'équipe de création qui n'avait pas vraiment anticipé le succès. Non, on s'attendait pas du tout à ce que ça cartonne. Le premier lot, quand il est arrivé en juin ou juillet 2005, il y en avait 5000. Et on se disait, bon, avec 5000, on va tenir de juin jusqu'à décembre, et puis il va y avoir Noël dedans, et puis tout ça. Fin juillet, tout était vendu sur le premier lot, et à Noël, on n'en avait plus du tout à vendre, et c'était catastrophique, en fait, parce que on n'avait pas prévu que ça se vendrait aussi vite, et on n'avait pas non plus prévu qu'il fallait quand même beaucoup de temps pour fabriquer des lapins, enfin, commander des composants. Alors, à quoi il servait le Nabastag? À rien. Très clairement et très officiellement, à rien. A priori, il n'y a aucune raison de vivre avec un lapin. Et c'est pour ça que vous en voulez un. Explication. Quand on faisait les premières démos du Nabastag, on avait un petit stamp et les gens venaient vers nous avec un grand sourire et ils posaient la question fatidique qui est à quoi ça sert? Donc au début, on leur disait, c'est un lapin, il est connecté en Wi-Fi, il donne la météo, l'état du trafic sur le périphérique, la bourse, etc. Et ils disaient, ah oui, bon. Ok. Et ils partaient, un peu déçus. Et quelques semaines plus tard, on a revu notre copie. Et quand il venait et posait la question à quoi ça sert, on répondait rien. Et là, ils étaient contents. Ils étaient contents. Quand on leur expliquait que ça faisait la météo, enfin, ils avaient l'impression qu'on essayait de les convaincre qu'ils avaient besoin d'un lapin pour donner la météo. Alors que dès lors qu'on leur disait rien, c'est juste pour le plaisir, ils étaient prêts à acheter le plaisir d'avoir un lapin. Et ensuite, les mêmes, une fois qu'ils avaient mis un lapin chez eux, ils découvraient que quand même, c'est bien d'avoir un lapin qui donne la météo, que l'horloge parlante, c'était marrant, les humeurs, c'était marrant, le tai chi, c'était marrant, enfin, toutes ces choses étaient marrantes. Mais au départ, ils l'achetaient pour le plaisir. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait exactement, ce lapin? Déjà, du tai chi. Le tai chi des oreilles, c'est la spécialité du Nabastag que lui envient tous les assistants personnels intelligents. Dis Siri, est-ce que tu sais faire le tai chi des oreilles? Bonne question. Trop le somme. Connecté à Internet en Wi-Fi, il pouvait, entre autres, annoncer la météo, donner l'heure, les informations du trafic routier, diffuser des contenus audio, faire part de ses humeurs et lire des trucs avec son nez. À partir de la version 2, appelée le Nabastag Tag, les lapins sont équipés d'un lecteur RFID. Le RFID, c'est la technologie utilisée notamment dans les puces qu'on implante sous la peau de nos animaux domestiques. Faites pucer vos animaux s'il vous plaît, c'est important. Le Nabastag renifle des stamps, des timbres électroniques que vous pouvez coller sur des objets. Par exemple, un stamp météo collé sur un parapluie. Il suffit ensuite de passer le parapluie devant le nez du Nabastag pour qu'il vous dise si vous devez le prendre avec vous. Ou sinon, vous pouvez aussi regarder par la fenêtre, mais c'est nettement moins fun. Et le Nabastag Tag intégrait la reconnaissance vocale, 4 ans avant la naissance de Siri, 8 ans avant celle de Cortana et d'Alexa. Et fun fact, une des structures pionnières dans le développement de la reconnaissance vocale était l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Vous vous rappelez, le distributeur de soda? Il y a beaucoup trop de galeries dans ce terrier, j'ai l'impression de tourner en rond. Bon, pour la reconnaissance vocale, soit j'ai un lapin sourd, soit il est encore trop attaché à son ancien propriétaire, soit on n'est pas doué, mais pour l'instant c'est pas encore ça. Météo, 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 météo. Mots. Comme on dit, che va piano, va sano. 3 versions du lapin se sont succédées. Le V1 qui était blanc mat, Et c'est le numéro 1. puis le V2 appelé le Nabastag Tag, et un peu plus tard le Carrots, un peu plus grand et équipé d'une webcam à la résolution démentielle de 480 par 640 pixels. Oui, 2011, on n'avait pas encore la 4K. Il y a eu des éditions spéciales dont une décorée par l'artiste André et éditée à 300 exemplaires. Il y a eu des mini lépinous encore plus choupinous, les Nanostag. Il y a eu des lapins tout plats, les
Platostag? Ah non, pardon, les flatnanos. Bref, le nabastag, ça n'est pas une espèce, c'est carrément toute une branche de l'arbre phylogénétique. On peut aussi décliner les lapins à la façon des albums de Martine, tellement ils ont fait de trucs. Nabastag fait un défilé de mode, Nabastag saute en parachute, Nabastag chante un opéra, Nabastag participe à une étude scientifique. Aucun nabastag n'a été maltraité durant cette expérience. Et bien sûr, on pouvait personnaliser son lapin, lui changer les oreilles, lui mettre des couvre-oreilles pour s'il avait froid, lui coller des stickers, le marier à un autre lapin pour qu'ils agitent leurs oreilles en chœur. On les aime, nos lapins, on les bichonne, et c'est la grosse différence avec les objets équivalents créés par la suite. Si on le compare à ce qui est venu après, c'est-à-dire les assistants personnels, les Google Home, les Alexa, etc., c'était quand même bien mieux au niveau technologique près, parce qu'on avait quand même 15 ans, on était 15 ans plus tôt. Mais le fait, par exemple, que le lapin parlait spontanément pour donner des infos, qu'il avait du caractère. N'empêche, c'est quoi la réalité? C'était une façon, à mon sens, beaucoup plus intelligente et efficace que un assistant qui est un loufia, qui est dans un coin, à qui d'abord on ne pense pas à demander des choses parce qu'en fait on l'oublie, et qui se manifeste pas alors que le lapin se manifestait, et qui est extrêmement poli, extrêmement neutre, voire parfois désagréable, alors que le lapin avait son caractère. C'est-à-dire que si je veux un assistant, etc., c'est un membre de la famille, c'est quelqu'un avec qui auquel je suis attaché, que je fais rentrer dans ma maison. Si c'était à refaire, je ferais un lapin comme ça. Un lapin qui parle spontanément. En 2009, Violet est racheté par la société Mindscape, elle-même rachetée en 2011 par Aldebaran Robotics. Pour l'anecdote, Aldebaran Robotics, ce sont notamment les robots Pepper et Nao. Le nabastag, du coup, c'est un peu le cousin par alliance des robots humanoïdes dernier cri, excusez-moi du peu. En 2015, Aldebaran Robotics décide de fermer les serveurs qui reliaient les lapins à Internet, signant ainsi leur arrêt de mort cérébrale. Mais c'était sans compter sur l'acharnement thérapeutique d'Olivier Mével, qui décide en 2019 de se lancer dans la taxidermie électronique pour la plus grande joie des cuniculophiles. C'est le nom des collectionneurs de lapins, j'y suis pour rien. Là, c'était une période où j'avais créé avec Marc un bureau d'études de produits électroniques. Donc on travaillait pour des grosses boîtes ou des startups à concevoir, faire fabriquer leurs objets connectés. Et un jour, on demande un peu par hasard à un salon qui s'appelle Maker Faire. C'est un des gros, je ne sais plus s'il y a encore, mais en tout cas aux États-Unis, c'était un gros salon de maker, quoi. Et puis il y avait sa déclinaison en France. Et c'était à la Villette, il y avait beaucoup de monde. Et on demande un jour, on dit on a des super projets, parce qu'on avait aussi des produits, des inventions. Est-ce qu'on peut avoir aussi, nous, une table, quoi. Et donc ils nous disent oui, mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors on dit on ne sait pas encore, mais ça va être cool, faites-nous confiance. Bon, puis compte tenu de l'historique, ils disent ok, on va vous donner le bureau, quoi. On va vous donner un emplacement. Et donc une fois qu'on avait ça, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi c'est là où j'ai eu l'idée de dire on n'a qu'à refaire le nabastag, puisque en fait il fonctionne plus, on n'a qu'à refaire un peu d'électronique de telle façon qu'il refonctionne, et notamment qu'il soit cette fois-ci autonome, quoi. Parce qu'évidemment il est mort parce que il était totalement attaché au serveur, et que quand il n'y avait plus de serveur, c'était mort. Donc en fait c'est né comme ça, de l'idée de se dire tiens, puisqu'on a l'opportunité d'avoir un emplacement à Maker Faire, faisons cette opération-là. Et là, l'idée, et la façon dont on avait communiqué un peu tard, parce qu'on n'était pas très sûr de nous, c'était de dire apportez votre nabastag, et puis vous repartirez avec un nabastag vivant. Bon, comme on avait le temps de mettre au point l'électronique, on avait mis beaucoup de temps, donc on avait juste prévenu, je crois, 10 jours avant, donc on avait, quelques personnes, quoi. Mais ça avait été un succès phénoménal, c'est-à-dire que les gens, parce qu'évidemment on avait plein de nabastag, il y en avait 2-3 qui fonctionnaient, les gens qui passaient, et on a commencé à noter sur des bouts de papier les adresses email, et à la fin on en avait plusieurs centaines, quoi. Et donc là on s'est dit c'est un peu con, on va se lancer dans un kit, quoi. C'est-à-dire plutôt que de faire quelque chose qui était plutôt manuel, où tu viens et puis on bricole ton nabastag, on allait faire un kit, quoi. Finalement ce kit il est né à la fois de cette idée-là, mais aussi
l'enthousiasme de la communauté. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu ces centaines d'adresses email, on en serait resté là, on aurait trouvé que c'était drôle. Mais c'était à la fois l'idée de faire ça, et puis de voir qu'en fait, il y avait des centaines de personnes qui voulaient faire revivre leur Nabastag, quoi. Les Nabastag volontaires sont donc équipés d'une nouvelle carte, la TAC-TAC-TAG, ainsi que d'un Raspberry Pi. Le lecteur RFID, pour sa part, est remplacé par un lecteur NFC. Oui, comme pour les Amiibo. Donc lui, là, c'est un Nabastag Tag équipé d'une carte TAC-TAC-TAG. Ça va, vous suivez ? Au-delà de son côté fun et attachant, le Nabastag, produit novateur, a ouvert la voie à de nombreux autres objets connectés et la France est même devenue le pays précurseur de l'Internet des objets. Montres et balances connectées, accessoires de domotique, les Français ont pu se lancer dans la course grâce au déploiement efficace du Wi-Fi sur tout le territoire, mené par les opérateurs de l'Hexagone. Quant aux deux parents du Nabastag, ils poursuivent chacun leur chemin dans la tech créative et l'innovation. Petit point sur leurs projets respectifs. Aujourd'hui, Multiplier, c'est une maison d'édition d'objets créatifs électroniques. Donc là, l'idée en fait principale, c'était de dire finalement, les objets électroniques et puis même de façon assez générale, la tech, c'est quand même devenu assez ennuyeux. C'est-à-dire que finalement, tous les objets se ressemblent, que la tech, les réseaux sociaux, tout ça a quand même, on peut dire, pas très très bien tourné. Enfin, on est très très loin en fait de espèce d'utopie du début ou des débuts de l'Internet ou même de l'Internet des objets où il y avait des tas de choses très créatives. Donc c'est de se dire, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même une possibilité pour les gens de vivre avec des objets technologiques créatifs autres que des smartphones et tout. Donc l'idée de Multiplier, c'est d'essayer de défricher ça et de se dire, en fait, on va inventer des objets avec des auteurs, ou bien moi je les invente, et puis on les diffuse soit en petite série ou en plus grande série si ça marche, mais en tout cas on fait en sorte que ça soit économiquement viable en petite série. Donc là, l'exemple typique, c'était quand même le kit du Nabastag. Et puis après, il y a eu le Minitel, le Minimit qui fait revivre le Minitel. Et puis, il y a le prochain projet qui est un remake de la boîte inutile, qui était un objet mythique inventé par des pionniers de l'intelligence artificielle, qui est une boîte qui se referme automatiquement. Donc là, c'est le prochain projet qui s'appelle la machine. Je travaille sur un truc qui s'appelle Juice, qui est une plateforme de audio générative, et dont les principes ne sont pas très éloignés de ce qu'on avait fait avec Nabastag. Le principe de Juice, c'est que l'auditeur le lance et ça construit un programme exprès pour lui à base de contenus qui vont être fabriqués immédiatement pour lui en IA. Des news, des podcasts, sa musique. C'est un peu comme une radio sur mesure qui se construit pour lui en temps réel. Si vous voulez continuer à explorer le terrier, je vous conseille vivement le Nabastag Museum, musée virtuel consacré à notre lapin préféré et créé par David, un véritable passionné qui a accompli un travail de recherche et de collecte phénoménal et à qui je vais laisser le mot de la fin. Alors moi, je suis vraiment arrivé sur le tard dans l'histoire de Nabastag. Ça devait être en 2014-2015. Carolls était sorti depuis peu de temps. D'ailleurs, je me posais la question de savoir si j'allais m'offrir un Carolls ou un Nabastag. J'ai fini par m'offrir un Nabastag V2. Moi, je suis tombé amoureux de cette petite bouille. Son côté mignon, parce que c'était plus qu'un assistant personnel en fait. Moi je trouvais qu'il avait vraiment ce petit côté un petit peu vivant presque, compagnon, voilà, il est posé dans son coin, d'un coup il vous parle. D'ailleurs je l'ai jamais réellement utilisé comme d'autres ont pu le faire, c'est-à-dire aller au bout de ses possibilités. Moi il faisait son tai chi tranquillement sur le meuble, il me racontait des bêtises, de temps en temps il jouait un petit peu de musique, mais voilà. La collection, comment j'en suis venu à collectionner? Je pense comme un peu tout le monde, on achète une paire d'oreilles qui nous plaît, on en voit une autre, etc. On se dit, tiens, si j'essayais de toutes les avoir, pareil avec les Nanostag. Puis, de fil en aiguille, on regarde ce qui s'est fait, ce qui a existé, les produits officiels, les moins officiels peut-être, je pense aux badges, par exemple, et de passer d'un rayon à un placard, on se retrouve à acheter un placard pour pouvoir mettre toute la collection. Parce que ça devient vraiment une passion. Moi, j'en étais arrivé au point où je démontais les Nabastag, parce qu'il y avait toujours une surprise, en fait, dans le Nabastag. Par exemple, le micro était d'une couleur aléatoire, comme la molette. Moi, je m'étais lancé un défi, c'était de trouver un Nabastag V2 bien blanc, avec une molette violette et un micro violet. Et c'est à partir de là, je pense que j'ai envoyé le premier mail à Olivier. Oui, j'en ai envoyé bien d'autres, en fait.
Il a toujours répondu avec énormément de gentillesse et de bienveillance. D'ailleurs, je le remercie. Grâce au Nabastag, en fait, je me suis retrouvé à envoyer des mails à plein de gens à qui j'aurais pas envoyé des mails avant. Je pense par exemple à un joaillier de la place Vendôme qui avait fait une collaboration avec Violet pour faire un Nabastag pour une société. De fil en aiguille, voilà, j'ai découvert vraiment un univers très complet. C'était pas juste un produit commercial, en fait, le Nabastag. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé dessus, qui ont fait des petites choses dans leur coin. Ça a fait que je me suis retrouvé, à chaque fois que je pensais être au bout, à faire des petites découvertes sur Internet, une nouvelle chose qui sortait. Alors j'ai envoyé un mail à Olivier, est-ce que tu connais ceci, est-ce que tu connais cela? Généralement, il connaissait le produit, mais c'est arrivé qu'on tombe sur des produits commerciaux. Je pense notamment au Nabastag IBM, dont même lui n'avait jamais entendu parler. Donc voilà, il y a vraiment une très grosse histoire derrière ce lapin. J'espère que je ne vous ai pas perdu entre deux galeries et que vous me suivez toujours. Si c'est le cas, merci à vous et un immense merci à Olivier Mével et Rafi Aladjian pour leur participation.